Née dans la royauté, élevée avec grâce et élevée avec dignité, elle n'aurait pourtant rien pu préparer à la cruauté froide qui se cachait derrière les murs polissés de son école. Ce qui avait commencé comme des coups bas chuchotés d'un camarade de classe privilégié s'est rapidement transformé en une campagne publique d'humiliation. Et lorsque le silence ne parvint pas à la protéger, Charlotte commit l'impensable. Elle répliqua, non pas avec des couronnes ou des titres, mais devant un tribunal. Qu'est-ce qui pouvait bien pousser une jeune princesse à poursuivre son agresseur devant la Cour suprême? Restez avec nous. Cette histoire change tout. La princesse et le prédateur. Lorsque la princesse Charlotte franchit les imposantes grilles de fer de l'Académie Saint-Vincent, son cœur était serein et sa décision était prise. Ce n'était pas Buckingham Palace, ni un événement royal où les photographes flashaient et la foule applaudissait. C'était l'école. Et là, elle n'était que Charlotte, une élève parmi d'autres qui cherchait à se fondre dans la masse. Vêtue de son uniforme impeccable et serrant ses livres contre elle, elle adressait des sourires polis et des salutations douces, priant silencieusement pour que personne ne la traite différemment à cause de son titre. Mais dès le premier jour, quelqu'un la remarqua, et pas comme elle l'espérait. Au bout de la cour de récréation, Ethan la repéra immédiatement. C'était le fils d'un des plus gros donateurs de l'école, un garçon au regard perçant et à la langue encore plus acérée. Il régnait déjà sur la classe avec son arrogance, entouré d'élèves trop effrayés pour le défier et de professeurs trop prudents pour le réprimander. Pour Ethan, le pouvoir était un jeu, et l'arrivée de Charlotte était une occasion en or. « Une princesse », murmura-t-il dans un souffle, un sourire narquois en la regardant s'asseoir. « Oh, ça va être amusant ». Au début, ses railleries étaient subtiles, des murmures entre ses dents quand personne ne l'écoutait. « Attention à ne pas marcher sur le tapis royal », disait-il quand elle passait. Pendant le cours d'art plastique, il levait les yeux au ciel et marmonnait. « Je croyais que les princesses ne peignaient que des châteaux et des licornes. » Quand Charlotte prononçait mal un mot en lisant à voix haute, son rire sonore et moqueur résonnait dans la salle, lui faisant brûler les joues. Mais ce qui n'était au départ que des remarques sournoises devint vite plus osé. Un jour, il fit tomber sa trousse par terre et murmura « Même les princesses doivent tremper ». Un autre après-midi, il lui cogna accidentellement l'épaule assez fort pour la faire trébucher. Rien tandis qu'elle se redressait. À chaque fois, Charlotte garda la tête haute et ne dit rien, espérant qu'il s'ennuierait et arrêterait. Mais Ethan ne s'ennuyait pas. Il était plein d'énergie. Chaque rire de ses amis, chaque tressaillement de sa part ne faisait qu'alimenter son désir de l'humilier davantage. Pour Ethan, ce n'était pas du harcèlement. C'était une mise en scène. Pour Charlotte, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. Un rappel cruel et implacable que même une princesse n'était pas à l'abri d'être une proie. Mais que pensez-vous qu'il se passe lorsque le silence échoue et que Charlotte finit par craquer? Ce qui suit vous surprendra vraiment. Point de rupture au début, Charlotte croyait pouvoir le supporter. Chaque matin, elle lissait son uniforme, attachait ses cheveux avec soin et se rappelait d'être calme et gracieuse. Mais la cruauté d'Ethan évoluait, et sa force tranquille commençait à s'effriter. Cela commença avec ses devoirs. Un après-midi, Charlotte rentra de déjeuner et retrouva son arbre généalogique magnifiquement dessiné, qu'elle avait passé des heures à préparer, maculé d'encre et déchiré en deux. Un post-it collé dans un coin disait « Trop de couronne. Essaie d'être normal pour une fois ». Lors d'un projet scientifique, Ethan a délibérément échangé ses étiquettes. La salle a éclaté de rire. Sur le terrain de sport, la situation est devenue physique. Lors d'un exercice de football, Ethan a frappé le ballon plus fort que nécessaire, lui touchant la jambe. Elle est tombée au sol, le souffle coupé, le genou meurtri et douloureux. Le professeur a parlé d'accident. Ethan a simplement souri et s'est éloigné en courant, ses amis ricanant derrière lui. Puis sont venus les murmures. Il répandit des rumeurs malveillantes, affirmant qu'elle exigeait un traitement de faveur, qu'elle ne savait même pas lasser ses chaussures, que les domestiques faisaient tout pour elle. Au déjeuner, ses camarades la regardaient et riaient, puis se détournaient. Même ceux qui ne croyaient pas à ses mensonges gardaient le silence. Craignant de devenir sa prochaine cible, Charlotte essayait d'ignorer tout cela. Elle souriait dans les couloirs, gardait la tête basse et travaillait dur en classe. Mais chaque jour lui semblait plus lourd que le précédent. À la maison, elle raconta à sa mère qu'elle était simplement fatiguée et se réfugia dans sa chambre tôt le matin pour enfouir son visage dans son oreiller et cacher ses larmes. Un soir, après une énième journée d'école éprouvante, elle s'assit à table en silence,
déplaçant sa nourriture dans son assiette. Kate l'observa attentivement et demanda doucement « Charlotte, que se passe-t-il » Charlotte se figea. Les mots qu'elle avait refoulés pendant des semaines tremblaient sur ses lèvres. Finalement, murmura-t-elle, « C'est Ethan. Il ne s'arrêtera pas. » Kate tendit la main par-dessus la table et prit les mains tremblantes de sa fille. « Dis-moi tout, » dit-elle doucement. Et pour la première fois, Charlotte se laissa aller. Les projets ruinés, les bleus, les murmures cruels, sa voix brisée alors que le poids qu'elle portait seule finissait par s'évanouir. Ces aveux déclencheront-ils des représailles au sein du palais? Restez à l'écoute. Le palais contre-attaque. Ce soir-là, après que Charlotte eut raconté son histoire à table, l'atmosphère du palais changea. Kate était assise en silence à son bureau, les mains jointes, la mâchoire serrée par une fureur silencieuse. William arpentait la pièce, l'air sombre, le regard empli de détermination. Leur fille avait enduré des semaines de tourments, et ceux qui auraient dû la protéger avaient fermé les yeux. Ce n'était plus seulement une affaire de famille. C'était l'échec de tout le système. Le lendemain matin, Kate passa plusieurs appels téléphoniques discrets à des conseillers de confiance. Ni personnel, ni médias. Aucune trace de scandale. Pas encore. Cette affaire serait traitée avec dignité, mais précision. Ils commencèrent à rassembler discrètement des preuves, en commençant par l'institutrice de Charlotte, Mlle Lara. Mel Lara, qui avait documenté en silence le comportement d'Ethan pendant des semaines, était plus que disposée à apporter son aide. Un soir, après l'école, elle rencontra un conseiller royal en privé et glissa une épaisse enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient des pages de notes, de dates, d'heures, d'incidents, de toutes, des projets ruinés au bleu et au murmure. Je ne pouvais plus rester les bras croisés, admit-elle doucement. Avec l'aide de Mother Lara, le palais construisit une chronologie méticuleuse des événements. Ils ont également contacté d'autres parents et élèves, témoins du harcèlement d'Ethan. Plusieurs ont avoué à contre-cœur ce qu'ils avaient vu, même si beaucoup craignaient encore sa puissante famille. Pourtant, la vérité était indéniable. 2 jours plus tard, une voiture noire banalisée s'arrêta devant les grilles de l'école. À l'intérieur se trouvaient 2 enquêteurs royaux, calms, serenes, mais portant tout le poids de la couronne. Ils demandèrent un entretien privé avec le directeur. La réunion avait débuté de manière plutôt cordiale, mais le directeur perdit son sang-froid lorsque les enquêteurs présentèrent leurs preuves, photos, notes, témoignages. Interrogé sur les raisons de l'inaction malgré les avertissements répétés, il balbutia, invoquant un manque de communication. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Ethan n'avait jamais été sanctionné, il a admis que ses parents. Il était clair que l'école avait privilégié l'argent et la réputation au détriment du bien-être de l'enfant. Lorsque les enquêteurs ont exigé l'expulsion immédiate d'Ethan, le directeur a hésité, proposant une suspension et promettant de gérer la situation en interne. Mais Kate et William avaient déjà pris leur décision. Ils ne laisseraient pas leur fille être à nouveau réduite au silence. Si l'école n'agissait pas avec détermination, le palais s'envenimerait. Ils ont quitté la réunion avec un seul message. Vous avez eu votre chance. La prochaine étape sera enregistrée. La bombe juridique. Le lendemain de l'échec de la réunion avec l'école, les couloirs silencieux du palais étaient tout sauf calmes. Dans un bureau privé, Kate et William étaient assis avec leurs conseillers juridiques les plus fidèles. Un épais dossier était ouvert sur la table. Notes de Mlle Lara, déclaration des élèves, photos du genou meurtri de Charlotte. Même des excuses manuscrites de camarades de classe qui avouaient avoir ri par peur d'Ethan. Tout était là, indéniable et accablant. Ce n'est pas que du harcèlement, dit Kate d'une voix basse mais assurée. Il s'agit d'une négligence systémique, et cela doit cesser immédiatement. En quelques heures, l'équipe juridique du palais a rédigé une plainte officielle. Cette accusation était sans précédent. Harcèlement continu de la part d'un élève, négligence de la direction de l'école et préjudice moral subi par la princesse. Tous ces éléments sont documentés en détail. La plainte visait non seulement Ethan, mais aussi ses parents et le directeur de l'école pour manquement à leur devoir de protection. Lorsque la nouvelle du procès a éclaté, le pays a été électrisé. Les gros titres ont crié « La princesse Charlotte poursuit une école d'élite pour harcèlement scolaire ». Les commentateurs et chroniqueurs n'en croyaient pas leurs yeux. Un membre de la famille royale, traditionnellement à l'écart de ces conflits, a pris une position ferme. Les parents d'enfants victimes de harcèlement ont inondé les réseaux sociaux de messages de soutien, affirmant que cette affaire leur donnait de l'espoir.
Mais le soutien n'a pas été partagé par tous. Certains se demandaient si une telle affaire publique nuirait plus à Charlotte qu'à elle. D'autres se demandaient si le palais n'abusait pas de ses prérogatives, entraînant une affaire privée devant les tribunaux. La famille d'Ethan était prise de court. Ils s'attendaient tout au plus à un avertissement sévère, voire à un transfert discret dans un autre établissement. Au lieu de cela, ils ont reçu une convocation officielle à leur domicile, les nommant personnellement impliqués dans l'affaire. Furieux, ils ont immédiatement contacté leurs avocats et demandé un règlement à l'amiable. Le palais a refusé. Dans une déclaration privée aux avocats d'Ethan, le Conseil royal a expliqué « Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de justice. » Il s'agit de faire passer le message qu'aucun enfant, pas même une princesse, ne devrait subir une telle cruauté sans conséquence. N'ayant aucun moyen d'y échapper, l'affaire a été portée devant le tribunal. Des caméras ont été installées devant le palais de justice tandis que la date du procès était fixée. Les commentateurs ont commencé à parler de l'affaire qui pourrait changer à jamais la façon dont les écoles gèrent le harcèlement. Pour Charlotte, observer la scène depuis le palais était à la fois terrifiant et libérateur. Pour la première fois, elle sentit sa douleur s'atténuer et sa voix résonner. Mais cette voix pouvait-elle réellement ébranler la plus haute juridiction du pays? Continuez à regarder pour le savoir. L'épreuve de force au tribunal. Lorsque l'affaire est arrivée devant la Cour suprême, la nation entière était sous les yeux. Des semaines d'audience et d'appels avaient déjà secoué le monde de l'éducation. Mais cette dernière étape, la plus haute cour du pays, fut un moment décisif non seulement pour la princesse Charlotte, mais aussi pour d'innombrables enfants à travers le pays. Devant le majestueux palais de justice en pierre, une foule silencieuse et émerveillée s'est rassemblée. Journalistes, équipes de tournage et simples citoyens se sont massés sur la place, certains brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Charlotte » et « Mettre fin au harcèlement scolaire maintenant ». À l'intérieur, l'ambiance était tendue mais digne. Ethan était assis à la table des accusés, entouré de son équipe d'avocats aux honoraires élevés, visiblement mal à l'aise. Le sourire narquois qu'il avait autrefois arboré à l'école avait disparu. Son visage était pâle. Sa posture était affaissée, comme si le poids de la preuve commençait enfin à peser sur lui. Le greffier l'appela en premier et, à contre-cœur, il se leva pour témoigner. À la barre, Ethan s'agitait nerveusement sous le regard perçant des juges. Sa voix se brisait lorsqu'il répondait aux questions sur son comportement. Les avocats du palais présentèrent des dossiers détaillés, les notes méticuleuses de Mademoiselle Lara, des témoignages, des photographies de contusion, et même un enregistrement d'Ethan se moquant de Charlotte pendant son concert. Lorsque le juge lui demanda s'il comprenait l'impact de ses actes sur Charlotte, Ethan hésita avant de murmurer « Je ne pensais pas que ça lui ferait autant de mal ». C'était la première fois qu'il avouait quelque chose à voix haute, mais c'était trop tard pour réparer les dégâts. Puis ce fut le tour de Charlotte. Elle se dirigea vers la barre des témoins avec un calme serein, vêtue d'une simple robe bleu marine et la tête haute. Le silence se fit tandis qu'elle était assise, ses petites mains posées sur la balustrade en bois. Lorsqu'on lui demanda de décrire ce qu'elle avait enduré, Charlotte prit une inspiration. Sa voix, calme mais résolue, évoquait ses projets ruinés. Les bleus, les murmures qui la poursuivaient dans les couloirs. Elle décrivait ce qu'elle ressentait lorsqu'elle était la risée de ses camarades, comment elle appréhendait l'école chaque matin et comment elle se sentait invisible malgré tous ses efforts. Je suis restée silencieuse, car je pensais que c'était le propre des gens forts, a-t-elle dit, ces mots résonnant dans la salle silencieuse. Mais le silence ne m'a pas protégée. Parler, oui, bon. Son témoignage était puissant, inébranlable, celui d'une jeune fille qui affrontait non seulement son agresseur, mais aussi le système qui le protégeait. À cet instant, Charlotte n'était pas seulement une princesse, elle était une force de courage. Mais le tribunal allait-il enfin rompre son silence, ou protéger à nouveau les puissants? Découvrons-le. Justice rendu. La salle d'audience retenait son souffle lorsque les juges rentrèrent de leur chambre, solennels et sereins. Pendant des semaines, la nation avait suivi chaque rebondissement de l'affaire. Les témoignages, les preuves accablantes, le silence des administrateurs scolaires lorsqu'on les pressait de répondre. Et maintenant, l'heure de vérité était arrivée. Charlotte était assise à côté de ses parents. Au premier rang de la galerie, ses petites mains soigneusement jointes sur ses genoux. Elle gardait les yeux fixés sur le banc, la posture droite, l'air calme. Pourtant, intérieurement, son cœur battait la chamade. William était assis à côté d'elle.
la main posée sur son épaule. Ayant eu la chance de rencontrer certaines des plus belles associations et organisations caritatives de notre pays, Kate se pencha légèrement en avant, les lèvres pincées, mais le regard fixe. Le juge en chef ajusta ses lunettes et commença à lire le jugement. Sa voix résonna dans la salle silencieuse. Après un examen attentif des preuves présentées, le tribunal déclare le défendeur, Ethan Hawthorne, et l'administration de l'Académie Saint-Vincent responsable de harcèlement persistant, de négligence grave et de préjudice moral infligé à la plaignante, Son Altesse Royale, la princesse Charlotte de Galles. Le comportement affiché constituait non seulement des violations répétées du règlement de l'école, mais aussi des atteintes à la décence humaine élémentaire. À l'énoncé du mot « responsable », un léger soupir parcourut l'assistance. Le juge en chef a poursuivi. La Cour condamne également l'inaction de la direction de l'école, qui n'a pas répondu aux signalements persistants d'abus, favorisant ainsi un environnement hostile. Cette décision affirme le droit de tous les enfants, quel que soit leur statut, à un environnement éducatif sûr, exempt d'intimidation et d'humiliation. Charlotte poussa un profond soupir, le soulagement mêlé à une fierté discrète. Le tribunal a condamné la famille d'Ethan à verser des dommages et intérêts importants, non pas à titre d'indemnisation, comme la famille royale s'était déjà engagée à le faire à des associations caritatives de lutte contre le harcèlement, mais en guise de déclaration de responsabilité. Le jugement a également imposé à l'école de mettre en œuvre des réformes obligatoires contre le harcèlement et de se soumettre à des audits externes pendant 3 ans. Devant le palais de justice, les journalistes se sont empressés de relayer l'information. La décision historique a fait la une des journaux en quelques minutes. La princesse a-t-elle gagné? Un procès historique pour les étudiants du monde entier. Justice pour Charlotte? Le tribunal a-t-il invalidé l'école? Silence sur le harcèlement. Les réseaux sociaux ont déferlé sur les réseaux sociaux, et les parents de tout le pays ont exprimé l'espoir que la décision changerait la façon dont les écoles traitent le harcèlement émotionnel. Alors que la salle d'audience se vidait, Ethan était assis, figué, à la table de l'accusé, ses parents pâles et silencieux à ses côtés. Il évita le regard de Charlotte, son sourire autrefois arrogant laissant place à la honte. Pendant ce temps, Charlotte se leva doucement. Accompagnée de ses parents, elle salua les juges d'un signe de tête et quitta calmement la salle d'audience. Dehors, elle s'arrêta devant les caméras. Sa voix était posée. La décision d'aujourd'hui ne me concerne pas seulement. C'est pour chaque enfant qui s'est senti petit ou invisible. Vous avez le droit de vous exprimer et vous méritez d'être entendu. À ce moment-là, Charlotte n'était pas seulement une fille blessée. Elle était un symbole d'espoir. Mais ces paroles susciteront-elles un changement durable ou disparaîtront-elles dans le silence? Restez à l'écoute pour voir ce qui se passera ensuite. Pardon et détermination. Les semaines qui ont suivi la décision du tribunal ont été un tourbillon de gros titres, d'interviews et de débats publics. La dignité discrète de Charlotte tout au long du procès lui avait valu l'admiration de millions de personnes, mais elle trouvait cette soudaine attention épuisante. Tandis que d'autres célébraient sa victoire comme une avancée monumentale vers la justice, Charlotte elle-même ressentait un mélange d'émotions plus complexes. Au palais, un soir, assise à la fenêtre de sa chambre, le vent d'automne faisant vibrer les vitres, elle relisait le verdict du tribunal, soigneusement imprimé sur un épais parchemin. Cela ne semblait toujours pas réel. Elle avait parlé, tenu bon, et le monde l'avait écoutée. Pourtant, malgré le poids de son triomphe, ses pensées se tournaient souvent vers Ethan. Elle revoyait encore son expression à la lecture du jugement, ses yeux baissés, ses mains agitées sous la table. Le garçon autrefois arrogant, soudain si petit et vide. Elle se souvenait de toutes les paroles cruelles qu'il lui avait adressées, des bleus et des murmures. Mais elle se souvenait aussi de ce moment de silence où il avait enfin murmuré « Je ne pensais pas que ça lui ferait autant de mal. » Bon. Ce soir-là, elle ouvrit son tiroir et en sortit la lettre qu'il lui avait envoyée après le procès. Elle était arrivée discrètement, sans tambour ni trompette, écrite de sa propre écriture tremblante. « Chère Charlotte, je sais que m'excuser n'efface pas ce que j'ai fait, mais je dois le dire quand même. J'étais cruel. Je pensais que te faire du mal me rendait fort, mais ça n'a fait que révéler ma faiblesse. Le tribunal me l'a fait comprendre. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, même si je ne le mérite pas. Je te promets que je changerai. » Charlotte le lut encore et encore, le cœur lourd mais étrangement calme. Plus tard, au cours d'un dîner avec ses parents, elle plia la lettre et murmura « Je lui pardonne, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait était bien.
On doit toujours être tenu responsable de ses actes. Kate sourit doucement, posant une main rassurante sur la sienne. C'est la différence entre la justice et la vengeance, disait sa mère. La justice tient les gens responsables. La vengeance veut qu'ils souffrent. Ce que tu as fait, Charlotte, c'est rendre justice. De l'autre côté de la ville, pendant ce temps, la vie d'Ethan avait radicalement changé. Ses parents, touchés par le procès, l'avaient inscrit dans un programme de réadaptation comportementale pour jeunes délinquants. Le centre mettait l'accent sur la formation à l'empathie, le conseil et l'aide aux participants pour comprendre les conséquences de leurs actes. Lors de sa première séance de groupe, Ethan admet, bien que maladroitement, avoir harcelé quelqu'un parce que cela lui donnait un sentiment de puissance alors qu'il se sentait simplement invisible chez lui. Les semaines se sont transformées en mois. Il a appris à écouter au lieu de se moquer, à aider au lieu de blesser. Un jour, lors d'une séance de thérapie, il a dit doucement « Je pense tout le temps à elle, à la façon dont elle a tenu bon même quand j'ai essayé de la briser. Je veux être davantage comme elle. » Pour Charlotte, savoir qu'Ethan changeait n'effaçait pas ce qui s'était passé. Mais cela lui redonnait l'espoir que même ceux qui blessent les autres pouvaient choisir une meilleure voie. Et tandis qu'elle rangeait sa lettre, elle murmura doucement « Je ne veux pas qu'il se sente petit. Je veux juste qu'il grandisse. » Bon, un nouvel héritage. Bien que le chapitre judiciaire de son calvaire soit clos, Charlotte sentait que son œuvre ne faisait que commencer. La décision du tribunal avait transformé son école et lui avait rendu justice. Mais au fond d'elle-même, elle savait que d'innombrables autres enfants subissaient encore ce qu'elle avait enduré. Silencieusement, invisiblement, elle ne pouvait les ignorer. Un soir, assise à son bureau, entourée des lettres d'enfants du monde entier qui lui avaient écrit après le procès, Charlotte ressentit une étincelle de détermination. Certaines lettres faisaient état de harcèlement similaire. D'autres la remerciaient simplement d'avoir eu le courage de parler. Chaque mot lui rappelait que sa douleur n'avait pas été vaine. Cela lui avait donné un but. Alors, avec le soutien de ses parents, Charlotte a commencé à esquisser une idée. Elle voulait créer quelque chose de durable, quelque chose de plus grand qu'elle-même. Une fondation dédiée à la lutte contre le harcèlement, non seulement par la punition, mais aussi par la compréhension, la défense des droits et l'éducation. Elle a choisi de l'appeler la Fondation Voix de Lumière, un nom inspiré par la gentillesse discrète de Madame Lara, le courage de ceux qui ont pris sa défense et son propre cheminement du silence vers la force. Lors de son lancement officiel, la Fondation a fait la une des journaux du monde entier. Lors d'une petite cérémonie au palais de Kensington, Charlotte s'est présentée devant les caméras et une salle remplie d'enfants, d'enseignants et de militants. Vêtue d'une simple robe bleue et d'une broche arborant l'emblème de la Fondation, une couronne d'étoiles, elle s'est adressée à l'auditoire avec une conviction sereine. Quand je me sentais seul, ce sont les petites voix autour de moi, les mots gentils, le soutien discret qui m'ont aidé à me relever, a-t-elle dit. Cette fondation existe pour qu'aucun enfant ne se sente jamais invisible ou impuissant. Chaque voix compte, même lorsqu'elle secoue. Bon. Ces paroles ont été relayées par les journaux, les émissions de télévision et les réseaux sociaux. Le hashtag « Voix de Lumière » est devenu populaire en quelques heures. Des écoles de Grande-Bretagne et bientôt d'autres pays ont commencé à solliciter les ateliers, les supports et les programmes de conférences de la Fondation. La Fondation a collaboré avec des psychologues et des éducateurs pour créer des boîtes à outils à l'intention des enseignants, leur expliquant comment repérer précocement le harcèlement émotionnel, créer des espaces sécurisés et encourager les élèves à se soutenir mutuellement. Elle a également proposé des groupes de soutien en ligne aux enfants qui avaient besoin de parler. L'histoire de Charlotte a lancé un débat mondial sur le harcèlement émotionnel. D'autres jeunes ont commencé à partager publiquement leur histoire, et les écoles ont adopté de nouvelles politiques inspirées par son cas. Ce qui avait commencé comme sa période la plus sombre est devenu son plus beau cadeau aux autres. Charlotte a prouvé au monde, et à elle-même, que même une princesse doit se lever, s'exprimer et se battre pour ce qui est juste. Et tandis qu'elle observait les premiers programmes de sa fondation prendre racine dans des classes bien au-delà de la sienne, elle souriait doucement, sachant qu'elle avait transformé sa douleur en une lumière pour d'autres. Mais qu'est-ce qui, selon vous, a réellement changé le verdict du tribunal, le pardon discret de Charlotte ou le poids de sa conscience? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.